Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Arthur Brochet, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julien Payen, un des fondateurs de Lattice Médical, société qui met au point un dispositif d'implant pour faciliter la reconstruction mammaire post-cancer du sein. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arthur. Avant de rentrer dans le vif de haute technologie, est-ce que peut-être tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait une école d'ingénieur dans le Nord, dans le textile. Donc, c'est assez marrant le parcours. Et j'ai bossé dans un truc, j'ai fait ma thèse, mais dans un truc que tout le monde connaît maintenant, c'est des masques respiratoires. J'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans. Et on a designé à l'époque le FFP2 que pas mal de monde mettent maintenant sur le nez, malheureusement. Après ça, je suis rentré en tant que consultant dans une boîte qui faisait du financement de l'innovation. J'ai fait ça pendant pas mal d'années et c'est ce qui m'a amené à rencontrer en fait dans plein de projets différents mes futurs associés qui sont médecins et chirurgiens, et après ça on a monté Lattice. Et donc aujourd'hui avec Lattice, vous adressez un problème qui est très important, celui du cancer du sein et plus particulièrement du manque de possibilités de reconstruction mammaire post-opération. Est-ce que tu peux nous préciser l'ampleur du problème ainsi que les techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour traiter cette pathologie ? Donc effectivement, la reconstruction mammaire, donc c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, on a une femme sur 8 dans le monde qui est touchée par le cancer du sein. Et le premier traitement, ça reste la mastectomie. Donc on va enlever la tumeur sur un, voire de temps en temps les 2 seins. Et il y a 3 techniques pour reconstruire aujourd'hui le sein. Et finalement, il n'y a que 20 à 30% des femmes qui en bénéficient de cette reconstruction. Donc la technique la plus souvent utilisée, c'est l'implant silicone. Donc ça, c'est assez connu, mais on a eu finalement PIP en France il y a 10 ans qui a laissé beaucoup de traces parce qu'il y a eu 400 000 femmes qui ont été touchées par des implants défectueux. Et depuis, on a développé, et surtout les plasticiens ont développé des techniques dites autologues. Donc on utilise les tissus des patients. Mais soit d'un côté, c'est très itératif, il faut plusieurs chirurgies pour avoir le volume restauré, ou alors c'est très très invasif, douloureux, même si ça donne des très beaux résultats à la fin. C'est un sacré parcours du combattant pour les patientes et les femmes. Vous utilisez une technique qui est complètement innovante, c'est l'implant Matisse. Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment il fonctionne ? Ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'il faut prendre les avantages en fait de ce qui existe, parce que les techniques sont proposées, elles sont remboursées, et ça marche. Il y a quand même des femmes qui bénéficient des reconstructions. Et donc, on a pris ce qui marchait bien sur l'implant silicone, c'est la technique chirurgicale, c'est le résultat finalement directement. On a quand même un résultat de reconstruction, on a un volume et cette facilité aussi chirurgicale. Il y a le temps, il y a aussi la facilité d'accès. Mais c'est d'accompagner ça avec le résultat de l'autologue, parce que c'est nos propres tissus, c'est nos propres cellules, donc finalement c'est un peu notre organe qu'on reconstitue de façon naturelle. Et donc Matisse, c'est cette promesse-là, c'est d'allier finalement un implant qui va régénérer du tissu autologue, donc ça va régénérer du tissu du sein, qui est prélevé localement, et une fois que l'implant est implanté au niveau du sein, eh bien ce tissu va régénérer, va remplir le volume interne de l'implant pendant 3 mois, et l'implant progressivement il va disparaître, il va se résorber petit à petit dans l'organisme, et à 18 mois il n'y a plus d'implant dans l'organisme, comme un fil de suture finalement, pas de complications long terme, pas les effets indésirables du silicone, et à la fin on a un résultat autologue. Et concrètement, à quoi ça peut ressembler, juste pour les auditeurs, parce que comme on n'a pas de vision. Donc le dispositif, en fait, contrairement à un implant silicone, il est vide. Donc il faut imaginer, ça a la forme d'un sein, mais c'est vide à l'intérieur. C'est une structure un peu poreuse, un petit peu spécifique, mais qui permet en fait d'initier la régénération des cellules. On appelle ça des cellules adipeuses. C'est les cellules qui composent le tissu graisseux du sein. Et en fait, on va y fixer donc ce qu'on appelle un lambeau. On va venir le fixer sur la partie basse de l'implant. Donc c'est un implant qui est en 2 parties. Une fois que c'est clipsé et que c'est introduit au niveau du sein, voilà, on laisse faire et ça pousse tout seul et ça se résorbe tout seul. D'accord, donc ce qui favorise concrètement la production du tissu dans l'implant, c'est la base de l'implant ? C'est un petit peu tout en fait. Il y a 4 grands mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop scientifiques. L'idée, c'est que l'implant est poreux, ça favorise des échanges de flux entre l'extérieur et l'intérieur de l'implant. L'implant se remplit très très vite en fait parce que le corps n'aime pas le vide. Donc finalement quand vous introduisez un objet, de toute façon il y a quand même une réaction inflammatoire et en fait on initie cette réaction inflammatoire et c'est ça qui va nourrir un petit peu le tissu à l'intérieur. Donc c'est l'ensemble. Et en combien de temps donc le corps va réussir à dégrader cet implant ? Alors on est entre 18 et 24 mois pour qu'il y ait
absolument plus aucune trace de l'implant. On ne sent quasiment plus l'implant à 6 mois et on ne sent à 12 mois, vous ne le sentez plus du tout. D'accord. Et donc, c'est aussi, du coup, en 12 à 24 mois que le sein se régénère? Alors, ça va plus vite parce que l'idée de l'implant, c'est que ça protège. En fait, on a l'implant en deux parties. Donc, il y a effectivement la partie basse qu'on appelle le scaphold. La partie qui ressemble au sein, donc on appelle le dôme, lui en fait il évite au tissu d'être contraint mécaniquement par la peau, ce qui empêcherait le tissu de se régénérer. Donc en fait on crée cette ossature finalement. En fait en 3 mois, enfin c'est ce qu'on constate sur nos essais actuellement, c'est qu'en 3 mois le tissu se régénère. Donc, par contre ça met beaucoup plus de temps pour absorber parce qu'il faut garantir le résultat. Très bien. Okay. Et après, une fois que la coque, disons, a été dégradée, le sein conserve totalement sa forme, son volume? Alors aujourd'hui, on a des résultats qu'on dit précliniques, donc on n'est pas encore sur des résultats sur l'humain, mais dans nos résultats précliniques, on a 14 mois de recul maintenant post-implantation sur des modèles animaux qui sont les mêmes en fait que des modèles humains. Et ce qu'on peut dire, c'est que le tissu, il est viable sur le long terme. On n'a pas de décroissance, le tissu ne décroît pas. Donc ça, c'est très très important. Et on constate aussi quelque chose dans le jargon, c'est qu'on appelle ça une néovascularisation. Mais en fait, on crée des nouveaux vasculaires, c'est ce qui irrigue finalement tous les tissus humains. Et on a une densité de ces vasculaires qui augmente, donc ça devient un organe à part entière. On peut après faire le translationnel sur l'humain, c'est que du coup la patiente, si elle prend du poids, la poitrine va prendre du poids et donc du coup on va garder cette symétrisation. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que du coup à un certain moment le sein, disons, qui a grandi à l'intérieur même de la poitrine va se connecter à tout le reste de l'organisme. Voilà, c'est exactement ça. Tout le vasculaire recréé va se reconnecter et donc ça devient un organe. Donc c'est aussi l'intérêt. Je trouve médicalement le bénéfice finalement pour les femmes, c'est que vous prenez un implant silicone, il faut le changer en moyenne tous les 10 ans parce que ça vieillit, la membrane silicone vieillit, elle peut se percer, ça peut se déverser. Ici c'est terminé, on n'en parle plus. Je garde quand même des réserves parce que voilà, on va tester sur l'humain l'année prochaine. L'enjeu il est quand même de taille, mais on a quand même de très très beaux résultats aujourd'hui. Très bien, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, votre dispositif, la coque, elle est complètement imprimée en 3D. Tout est imprimé en 3D effectivement. Donc on a aussi innové là-dedans. Ça c'était vraiment une volonté, alors plus personnelle, mais du coup d'emmener l'entreprise là-dedans. Production en France, ça fait, moi je l'ai dit en introduction, mais je travaillais dans le textile. J'ai vu toutes les boîtes textiles fermées au début des années 2000 avec les quotas d'importation chinois. Et donc dès le début de l'aventure, on s'est dit il faut qu'on produise en fait le dispositif, il faut qu'on ait un circuit court. C'est pas parce qu'on est dans le médical que c'est des produits hyper pointus qu'on peut pas s'empêcher de faire comme des jeans ou faire comme d'autres produits de grande consommation. Et donc on a décidé de produire. Et pour ça en fait on a fait un partenariat avec une société à côté de chez nous, dans le nord, au nord de l'île, qui est déjà producteur d'implants. Donc, il fait déjà des dispositifs implantables. Et en fait, il a toute l'infrastructure, la salle blanche, etc., tout le process. Et on est arrivé à signer un partenariat avec lui en 2020. Et on y a installé une première ferme. Je pense que c'est unique au monde. J'ai pas vu dans ce setup-là aujourd'hui, j'ai pas vu de concurrent. On a installé ce qu'on dit être une ferme d'impression 3D. Je n'ai pas vraiment de mots autres que ça. Mais il faut imaginer, on a un grand mur d'imprimantes 3D. On en a 16 comme ça, des grosses imprimantes qui sont en série. Et c'est dans une salle blanche. On a des ingénieurs qui sont dans la salle blanche, habillés de haut en bas là, je sais pas comment, en tout blanc avec les masques, les combinaisons. Et ça produit de l'implant jour et nuit. Voilà. Et en plus de votre implant mammaire, j'ai vu que vous développiez aussi votre activité en proposant des solutions pour la reconstruction faciale et la reconstruction de tissus post-cutanés. Vous utilisez notamment la technique des lacets de Calais, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce procédé ? Intéressant. Alors, ça, c'est la petite histoire, c'est la genèse du projet. C'était le côté textile. C'est que, en fait, mes associés, c'est pas moi personnellement qui ai eu l'idée de travailler en fait dans la reconstruction mammaire. Ça a été une rencontre comme ça. Je vais pas refaire Edouard Baird, mais c'était la vie, c'est des rencontres. J'ai rencontré donc mes deux associés médecins, donc Philippe et Pierre-Marie, et le chirurgien plasticien Pierre, il y a presque 10 ans maintenant, en 2012. Et c'est eux qui m'avaient détaillé toute cette
problématique de reconstruction mammaire. Et ils avaient une idée, mais ils n'avaient pas la solution technique. Et donc, on a travaillé ensemble pendant 2-3 ans, un peu en off. Moi, je faisais ça en off de mon boulot. Et on a commencé à travailler sur de la dentelle de Calais. Donc, le lace, là, ce que tu as dit être le lace, c'est de la dentelle de Calais. Et en fait, j'avais un ami qui avait une usine de dentelle de Calais. Et on mettait les cellules adipeuses, là, ces fameuses cellules, sur de la dentelle de Calais. Et ça donnait des résultats assez incroyables. Enfin, vraiment, mais personne n'avait jamais pensé à faire un truc comme ça, quoi. Prendre la dentelle qu'on met dans les soutiens-gorge. C'est pour rappeler, oui, la dentelle de Calais, donc c'est quelque chose qui est Ouais, utilisé dans le textile. C'est ce qu'on a dans la corsetterie pour les soutiens-gorge. Bon, le parallèle était marrant. Reconstruction mammaire, soutien-gorge, c'était marrant, quoi. Mais au-delà de ça, ça donnait des résultats assez impressionnants. La problématique qu'on a avec ça, c'est que médicaliser de la dentelle, c'est une vieille industrie, c'est très polluant. C'est impossible de médicaliser ça, donc c'est pour ça qu'on a shifté vers l'impression 3D, parce que ça permettait de prototyper rapidement, facilement, et finalement de recréer les designs un peu spécifiques de la dentelle avec une imprimante 3D. Donc c'est comme ça qu'on a shifté vers ça. Je me souviens, les premiers essais, je les faisais dans mon garage avec une petite imprimante Dagoma. On a commencé par là, on a vraiment commencé par là. On n'était pas adossé à un laboratoire spécifiquement, et on a co-créé ce truc-là petit à petit. Donc c'est ça. Donc la dentelle, finalement, donc on n'en utilise pas vraiment, on n'en utilise plus, on s'en est inspiré. Et le deuxième produit, donc ça s'appelle Rodin. Donc Matisse le premier, Rodin le deuxième, on reste dans les artistes. Et c'est pour effectivement la peau, donc la régénération de la peau, et plus particulièrement la partie épaisse de la peau qu'on appelle l'hypoderme, pour tous les patients qui auraient eu un traumatisme violent, accident de voiture, donc vraiment une grande perte de tissu, brûlure, donc brûlure 3e, 4e degré, plaie par balle, il y a des applications également militaires, donc c'est de réparer en fait cette partie tout épaisse de la peau, donc toujours sur le même principe. J'ai mon scaffold, là, ma matrice imprimée en 3D, j'injecte de la graisse à l'intérieur et ça se recolonise, voilà. Et aujourd'hui, donc tu disais que vous faisiez des tests. Concrètement, c'est une technologie qui peut vraiment changer la vie de beaucoup de femmes, on l'a bien compris. Quand est-ce que ça va pouvoir sortir sur le marché ? Alors, donc le planning, c'est que là, on travaille d'arrache-pied pour terminer d'ici juin ce qu'on appelle le pré-clinique, donc c'est avant l'étape clinique. Techniquement, une fois que c'est terminé, on a l'autorisation donc de mener une étude sur l'humain. Donc ça, on souhaiterait que ça se démarre à partir de septembre. Donc là, on est en train d'écrire en fait tout ce plan qu'on va soumettre aux autorités de santé en début d'année. On va implanter 5 patientes pour commencer. On va pas faire 200 patientes parce qu'il y a toujours un risque que ça se passe pas bien, et donc on va pas multiplier les risques au début. Donc ça, on gravit les marches petit à petit. Ces 5 patientes, elles vont être suivies pendant 12 mois. Et s'il n'y a pas d'incident majeur, eh bien, on nous ouvre après plus de patientes. L'objectif, c'est qu'en 2025, ça permette d'avoir le marquage CE et donc l'autorisation de vente en Europe. Et après, c'est pas après, c'est un peu en parallèle, mais on aura attaqué les États-Unis à partir de 2024 et on espère l'avoir l'année suivante, ou l'année, donc 2026 ou 2027 pour les États-Unis. Et tu disais que c'était un secteur qui était très capitalistique. Comment concrètement vous avez fait pour financer jusqu'à aujourd'hui vos recherches ? On a été accompagné donc assez tôt finalement par des fonds d'investissement. Donc, au capital, on a 3 fonds, donc Finovam Gestion avec son fonds principal et le fonds FIRA, Nord France Amorçage et également Uicide. On a bénéficié également de tout le soutien à la fois de l'État et de l'Europe via BPI et via différents appels à projets qu'on a remportés, iLab, Innov et autres. Donc ça a vraiment permis de financer toute notre étape préclinique. Et donc actuellement, on est en recherche de fonds donc pour une série A pour financer donc toute la partie clinique, les 3 années de clinique qui vont se poursuivre à partir de l'année prochaine, jusqu'au marquage CE et le début de la commercialisation. Et notamment dans ce cadre, on relance un tour de collecte sur Uicide, qui a démarré donc il y a 2 semaines maintenant, début décembre. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur Uicide directement, il y a le projet Lattice Médical, ou d'aller voir sur notre site Lattice, il y a également les informations. Et tu disais justement qu'il y avait beaucoup d'applications du textile vers la santé. Donc toi, tu viens du monde du textile. Quel parallèle tu fais entre ce secteur du textile et de la reconstruction, de la reconstruction de tissus dans la santé ? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait de venir du monde du textile ? Moi, c'était une ouverture, parce qu'en fait, il faut quand même être vachement ouvert d'esprit pour se dire que je vais mettre du textile dans le corps humain, mais en fait, il y en a plein. Il y a plein d'exemples, mais c'est parce qu'on connaît pas, le grand public connaît pas forcément. C'est quoi par exemple si t'as des... Quand vous avez une hernie, quand vous avez un tissu qui va sortir, il faut bloquer, en fait on met une barrière. Donc le chirurgien il appelle ça un mesh, en fait c'est un tricot.
Mais c'est vrai que dire tricot, c'était pas terrible, donc on dit mèche, ça fait plus médical. Mais c'est un truc qui est tricoté. D'ailleurs, c'est la belle histoire que je peux raconter aussi. Notre partenaire industriel, donc c'est une société qui s'appelle Cousin Surgery, donc qui est dans le Nord. Historiquement, c'est une entreprise qui faisait du lacet, qui faisait de la tresse pour des lacets, pour des cordages de bateaux. Donc c'est une boîte du 19e siècle, hein, on l'a, hein, c'est la belle cheminée du Nord avec les toits en pente, on l'a bien cette usine-là. Et dans les années 90, ils ont eu un chirurgien du Georgia Tech Institute qui les rencontre parce qu'ils faisaient du bateau et ils utilisaient leur cordes hyper techniques de bateau. Et il dit j'ai une idée, je voudrais faire des ligaments artificiels. Voilà, et on a besoin de votre technologie de tresse pour tresser des fils très très résistants pour faire des ligaments. Et donc ils ont fait ce développement-là avec ce chirurgien dans les années 90 et le PDG de la boîte à l'époque a dit putain on va sortir du textile, ça a l'air passionnant le médical, on va en sortir. Et en fait ils ont fait une transformation complète du lacet et de la corde à un truc, il faut voir la salle blanche, il y a 2000 mètres carrés de salle blanche, il y a des dames, il y a des couturières, donc des couturières qui faisaient de la couture de textile qui aujourd'hui font de la couture d'implant. C'est la transformation, elle est incroyable, c'est incroyable. C'est ça un peu l'histoire du textile, j'ai envie de dire de façon globale de l'industrie, quoi. C'est qu'il faut s'adapter, il faut se transformer, sinon on crève, quoi. Ça, c'est incroyable comme reconstruction. Et dans le projet de Lattice Médicale, il y a beaucoup de spécialités. Tu disais, ça va du textile à la biologie moléculaire. Quelles sont les différentes spécialités qui sont représentées dans ce projet et quel challenge tu as eu à manager une équipe qui est aussi pluridisciplinaire? On a des experts dans l'aéronautique, enfin dans la mécanique par exemple. Et la petite histoire, notre responsable R&D, Raimé, c'est un gars qui travaillait chez Safran. Et je lui ai dit, moi, je veux ce que tu faisais pour les avions, je veux que tu fasses la même chose pour les implants. Et c'était marrant, enfin le parallèle en fait il était assez facile à tracer, mais voilà, on a démarré comme ça. On a un ingénieur qui est dans les procédés d'impression 3D, qui travaillait chez un fabricant de machines, voilà, donc qui a acquis tout ce savoir-faire là. On a 2 personnes qui sont spécialisées dans le préclinique, la biologie cellulaire, etc. Enfin voilà, donc c'est hyper passionnant. On a des médecins, on a des chirurgiens, et après on a des trucs plus classiques, on a du marketing, on a de la com, on a des RH, et en fait c'est quand même ça phosphore quoi, c'est génial, c'est génial. Et de la prod aussi. La prod, c'est pas simple à gérer. Donc, non, c'est. Et du coup, d'avoir des gens aussi avec des parcours aussi différents. Ouais. Mais c'est ça qui passionne tout le monde, en fait. C'est d'essayer de comprendre ce que chacun fait, de mettre tout ça. Ça a été mon métier quand même avant, hein, de mettre des gens qui venaient d'horizons différents pour essayer de construire quelque chose de commun. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. En fait, l'innovation aujourd'hui, elle a besoin d'être transversale. On n'est plus dans un truc qui est hyper verticalisé. On a besoin, en fait, d'avoir une compétence sur ça. En fait, aujourd'hui, tous les projets, quels qu'ils soient, on a besoin d'avoir plein de points de vue différents. Donc, c'est ça qu'on crée. Très bien. Est-ce qu'il y a une chose vraiment dont tu te sens le plus fier dans ta vie professionnelle et peut-être avec Lattice ? Je suis très très fier d'avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui, clairement, parce qu'il y a une osmose quand même qui est géniale. En plus, on a tout fait pour aménager des locaux attractifs. Voilà, que ça soit cool de venir travailler là-bas. On est quand même dans des trucs hyper pointus. Il faut s'habiller, les blouses, les trucs, les machins. Enfin, c'est quand même hyper strict. On a un système qualité réglementaire. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est quand même, on va quand même implanter ça dans des gens. Mais c'est de garder quand même une ambiance cool, une vie d'équipe. Donc ça, je pense que c'est une très belle réalisation. Et aussi, le deuxième truc pour moi, vraiment, mais ça c'est plus pour moi, c'est que d'avoir constitué cette première unité de fabrication française. Enfin, on a tous nos fournisseurs. Ils sont à 500 km à la ronde. Voilà, on produit presque 70-80% du dispositif au même endroit. Bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais, on a eu le Covid. Enfin, il y a 1 an et demi, on a eu le Covid, la crise des fournitures, des trucs, des machins. Je te dis franchement, il y en a plein qui nous ont dit, mais vous êtes malade de produire, faites faire ça à quelqu'un. Voilà le résultat. Donc, je suis très content de ça. Très bien. Et nous, on a l'habitude de finir par une citation. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement ? Ouais, alors il y a une citation qui m'inspire parce que c'est toute l'histoire de Lattice Médicale. C'est que, comme disait Edouard Baird, la vie c'est fait de rencontres et c'est ça le point de départ. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche la vie en fait. On retiendra ça. Merci beaucoup Julien en tout cas pour cet échange. Si vous voulez en savoir plus sur le dispositif, vous pouvez aller voir directement le site de Lattice Médicale. Donc Lattice c'est L-A-2-T-I-C-E. Et vous pouvez aussi retrouver Julien Payen directement sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Arthur Brochet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur,
vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact@carotte.capital. À bientôt!